c'est à moi que revient l'honneur de présider ce conseil communautaire. Je vais commencer par l'appel. Marie Dolores Angulo. Voilà. Jean-Gilbert Baxal. Lynn Baraduc. Jean-Claude Bernard. Eliane Béron. Christian Boyer. Dominique Cavaillol. Voilà encore. Didier Cazemajou, à pouvoir à Jean-Claude Pérez. Lionel Cholon. Jean-Noël Glamour. Dominique Clavier. Jean-François Dalcin. Il arrive. Juste. François Dora. D'accord. Peut-être. Bon, Jocelyn Doré, oui. Mylène Doro. Bernard Gréau, j'ai sa procuration. Daniel Dubourg. Philippe Dubourg. Et là. Laurence Ducos. Dominique Faubé. D'accord. Christine Forestier. Voilà, pouvoir Batsal. Maryse Fortinon. Jérôme Gauthier. Marc Gauthier. Excusez. Voilà. Hervé Gillet. Michel Latapi. Alors. Voilà. Corinne Loland. Jean-Pierre Manceau. André Massieu. Bernard Mateil. Donc c'est Mylène Doro qui a sa procuration. Laurence Meunier. Jean-Claude Bernard, donc à la procuration. Jean-Marc Pelletan. Anne-Marie Penaud. Guy Moreno. D'accord. Non. Ah, Guy Moreno. Il n'est pas là. Anne-Marie Penaud, non. Jean-Claude Pérez. Maggie Perronnet. Pourvoir à Jean-Noël. Sylvie Porta. Alain Quérens. Pierre Ribaud. Jean-Patrick Soulet. Bruno Trény. Et Mathieu Truffard. Alors, le secrétariat. Bon, Sylvie assure le secrétariat. Merci Sylvie. Voilà, alors, donc là, c'est bon. Alors, sur la liste des décisions du président, donc vous avez la liste des DIA. Il n'y a pas de... Non, je ne vais pas vous le... Voilà, vous les avez là, affichés. Alors, il y a Monsieur Cavaillol, donc on vous marque. MAPA, maintenance des équipements informatiques de la CDC, attribué à CIB Informatique pour la somme de 26 520 € TTC, pour un an renouvelable une fois. Voilà, et nous passons maintenant à l'ordre du jour du Conseil communautaire. Administration générale. Le compte rendu? Non. Donc il n'y a pas. D'accord. Voilà, vous les avez sur Internet, mais bon, voilà. Donc administration générale, engagement de la communauté de communes au contrat local de santé Sud-Gironde. Voilà, peut-être vous le présentez. Oui, bonsoir à tous. Donc, ça avait déjà été un peu évoqué lors d'un conseil communautaire. Il s'agit de participer donc, au contrat local de santé Sud-Gironde qui est en train de s'élaborer en partenariat avec les 4 communautés de communes
du Bazadais, du Réolais, du Sud-Gironde et d'autres convergences Gardanne. Donc c'est en train de se mettre en place en lien avec bien sûr l'ARS et donc il vous est demandé de valider l'engagement de la communauté de communes dans ce contrat local de santé Sud-Gironde et de désigner un représentant pour la communauté de communes, pour notre communauté de communes, à ce contrat local de santé. Voilà, oui, juste que je voulais... le président se propose d'être notre représentant, donc à ce plan local, voilà, au contrat local de santé Sud-Gironde. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent intervenir sur... Vas-y. Oui, bonsoir. Quand on voit le projet participatif, on dit que c'est un projet participatif basé sur une stratégie et des objectifs définis en commun. Alors je voudrais quand même savoir où se définissent cette stratégie et ces objectifs. Est-ce que c'est uniquement notre représentant, notre président qui siégerait au sein de ce comité, enfin, on ne sait pas trop où, dans ce contrat local avec l'ARS? Est-ce qu'il y aurait des débats en amont au sein de notre collectivité afin que notre président porte une parole qui a été débattue, et une position qui a été débattue, ou est-ce qu'il y va sans consulter voilà. Je trouve, et on ne sait pas dans quelle commission pourrait être en même temps pourrait être débattu ce contrat local de santé, puisqu'il touche quand même, ça peut toucher aussi bien l'environnement que le social, etc., etc. Et donc je trouve que c'est un peu flou et c'est donner un peu un chèque en blanc au président sans trop savoir ce qui va être discuté, sachant les problèmes de l'hôpital et de la santé, notamment dans notre secteur, avec la suppression de postes qui va y avoir, qui ont déjà commencé et qui vont continuer. Il y a une grande inquiétude vous le savez tous, des soignants et donc parallèlement, enfin en lien des patients concernant la problématique de la santé. Donc moi je ne peux pas voter un engagement sans trop savoir où on met les pieds. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a eu une réunion dernièrement, le projet est en train de se bâtir. Enfin, je pense que ça serait mal connaître notre président pour, en termes de communication, je crois qu'il sera tout à fait à même de puiser un petit peu, au niveau de nos visions, de comment peut s'organiser la santé sur le Sud-Gironde. En plus, il est président du conseil de surveillance de la maison de retraite médicalisée de Podensac, et à ce titre, il a déjà, je pense, pas mal de compétences à la matière, mais je crois qu'il le fera véritablement en lien avec ce que nous souhaitons en termes de santé sur le Sud-Gironde. Après, pour ce qui concerne il me semble qu'en ce qui concerne la commission, je crois qu'il faut créer une commission ad hoc, qui permettra effectivement de pouvoir réfléchir et échanger. On a, je crois que chacun dans nos communes, dans nos diverses communes, cette problématique se pose, et je crois qu'il est important que l'on puisse faire remonter effectivement nos souhaits en la matière, parce que c'est une attente de nos administrés. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur ce sujet? Non, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? 1, 2. Voilà, vous dites bon, alors Lionel, et puis voilà, c'est monsieur. Voilà, contre. C'est contre, c'est bien ça. Qui s'abstient? Alors, monsieur Cavaillol, monsieur Manceau et Rappé. Oui, on l'avait noté. Bon, mais je vous remercie. Bon, donc la deuxième délibération concerne l'administration générale toujours
l'adhésion au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Je repasse la parole à Benoît. Oui, l'année dernière, nous n'avons pas réadhéré, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, au CAUE. Vous connaissez plutôt cet acronyme. Donc cette année, il est proposé à la communauté de communes d'adhérer pour le montant qui est fixé pour les EPCI, donc à hauteur de 500 €, des participations de cotisation à 500 €. Je pense que les communautés de communes précédentes étaient adhérentes, étaient respectivement adhérentes, donc c'est une continuité. Je pense que chacun d'entre vous dans les communes connaît le travail qui est réalisé, les permanences qui sont réalisées, tant auprès des collectivités que des interventions auprès des particuliers. Donc, on a des permanences, notamment à la CDC et à Podinsac et à Cadillac, et plus des permanences dans le territoire, dans les communes. Il n'y a pas que ça. La parole à Jean-Claude. Oui, c'était réducteur. Oui, le CAUE, c'est à mon sens un organisme extrêmement important auquel il faut effectivement adhérer parce qu'il propose des missions gratuites. Et nous, on les a fait intervenir sur le réaménagement du bourg de Rions. On a un lotissement communal, ils vont intervenir pour nous apporter des conseils, une préétude. Vous avez peut-être prévu des études particulières à traiter avec eux, je ne sais pas, mais ça va bien au-delà que des simples permanences. Je parlais de conseil, c'est des missions de conseil. Voilà. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur ce sujet? Dominique Clavier. Oui, au titre des communes, il y a un certain nombre de communes, je pense, en tout cas c'est le cas de la mienne, qui sont déjà adhérentes au CAUE. Donc est-ce que ça ne se fait pas double emploi et est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça collectivement? Parce que ça ne sert à rien qu'on paye si la communauté de communes le fait aussi. Donc je pense que c'est à voir avec eux. Il risque de tordre un peu le nez. Non, mais on le fait bien pour Vigifoncier. Je ne vois pas pourquoi on ne poserait pas la question. Ils vont tordre le nez, ils ne vont pas mourir. Hein. C'est tout. Non, mais tu as tout à fait raison. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur ce sujet? Non, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Alors Jean-Pierre Manceau et puis Dominique Clavier. Excusez-moi, mais pourquoi ne c'est pas préférable à ce moment-là de la remettre à plus tard, cette délibération, pour avoir la discussion avec eux? Et puis après, on se reprononcera. Quand on aura les arguments qui seront les leurs, et vous nous les présenterez, et puis on jugera à ce moment-là. Je ne pense pas qu'on soit à un mois près, quand même. Hein, surtout pour 500 €. On parlerait des 50 000, bon, ça m'inquiéterait, mais 500. On a tous fait ça dans nos communes, donc c'est vrai que, comme l'a dit Dominique, prenons le temps de la réflexion, discutons avec eux, et on ne fera pas cette délibération maintenant, voilà ce que je propose. Oui, mais on peut aussi réfléchir à posteriori. Oui, mais si on vote, après on a donné 500 €, est-ce que là on ne donnera pas? Oui. Bon, moi je propose qu'on maintienne cette délibération. Voilà, alors, donc qui est contre? On en a deux. Qui s'abstient? Donc on a Dominique, Monsieur Truffard et voilà. Donc elle est largement adoptée. Mais tout à fait, hein, pour autant, l'argument qu'on rediscute avec eux est maintenu. Et on va faire en sorte de voir avec eux si effectivement ça ne peut pas être une démarche mutualisée. Ouais, mais enfin, si chaque commune paye, ça va faire un mois. Le tarif communal est 100 €. Ça dépend Voilà, ça dépend le seuil d'habitants. Il y a des seuils et voilà, ça va de 200 à 500 €, je pense. 50. Non, mais de toute manière, On se rapprochera d'eux, demander voir si on peut avoir une adhésion. C'est pas uniquement une histoire de cotisation. Simplement aujourd'hui, la communauté de communes a une compétence urbanisme. Je trouve que c'est tout à fait normal qu'elle
adhèrent au CAE, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à ce moment-là, il faut que les prestations du CAE soient applicables ou accessibles à l'ensemble des communes. C'est une compétence intercommunale. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, les communes, on payerait ça maintenant. Alors, est-ce qu'il faut payer 700 € pour avoir... Mais je pense qu'il faut faire le débat. Ça n'a pas l'air de vous plaire, mais il faudra le faire quand même. Non, je pense qu'on aura ce débat. On va l'avoir. Alors ensuite, donc sur la délibération suivante concernant le budget, changement de dénomination du budget annexe, zone de pays de Podensac, en budget annexe, zone d'aménagement économique. Alors ça devait être notre collègue qui devait le présenter. Je redonne la parole à Benoît. Oui. Comme l'intitulé de la délibération vous l'indique, il s'agit de regrouper sous un seul et même budget l'intégration des zones de piastres et de boissons, merci, dans un seul et même budget, tout en conservant bien sûr de la comptabilité analytique permettant de flécher bien évidemment les dépenses de chaque commune au sein de ce budget. Simplement pour compléter, pour indiquer que cette délibération sera complétée par une autre délibération qui indiquera vraiment les éléments d'actifs, les éléments comptables qui seront intégrés dans ce budget venant de ces deux communes. Voilà. Qui est la suivante. Qui est la suivante? Oui. Des questions sur ce sujet ou des interventions souhaitées? Non? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Budget ouverture de crédit anticipé en section d'investissement du budget principal. Exercice classique dans la vie de la collectivité, tant que le budget n'est pas adopté. Vous savez qu'on peut faire des dépenses en fonctionnement et pour toutes les dépenses en investissement, il faut ouvrir des lignes de crédit par anticipation. Lesquelles lignes sont fléchées sur un certain nombre de dépenses très précis. Donc vous avez la liste au sein de la délibération et vous remarquez une ligne en rouge, c'est celle qui a été rajoutée par rapport au rapport qui vous a été envoyé la semaine dernière. Donc c'était une dépense dont nous n'avions pas encore le devis et qui nous est parvenu entre les deux, donc qu'on a ajouté. C'est en plus de ce qu'il y avait déjà, donc c'est l'acquisition d'un bureau et d'une chaise pour accueillir correctement un agent qui arrive donc prochainement. Des souhaits d'intervention sur ce sujet? Non, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie bien. Délibération suivante, développement économique, attribution de subventions au titre de l'opération collective de modernisation du pays cœur entre deux mers auprès d'entreprises du territoire. Rapporteur Christian Boyer. Bon, l'OCM, je vous rappelle que c'est une opération collective de modernisation des entreprises qui est financée en particulier par la région et les fonds européens. Là, il s'agit d'un projet en fait ancien, puisque ça fait partie de l'OCM, effectivement, du PETR Cœur de l'Entre-deux-Mers, dans lequel il y avait des engagements qui avaient été pris par la CDC du Vallon d'Artoli de cofinancer ces opérations. Et donc il y a un dossier qui est en instance depuis un certain nombre de temps, qui concerne l'entreprise DPC, sur lequel il a été accordé un financement pour un bilan conseil, parce qu'avant d'accorder les subventions, il y a des bilans conseils. Et donc l'engagement du Vallon d'Artoli était de financer à 50% ce bilan conseil, soit de lui verser une subvention de 266,68 €. Et donc ce que l'on vous propose, c'est de prendre en charge les engagements qui avaient été pris par la CDC du Vallon d'Artoli
dans le cadre de cette OCM et d'accorder à cette entreprise de Rions, qui s'appelle DPC, cette subvention de 266,68 €. Avant que vous votiez, je voulais juste rappeler, parce que ça me permet de faire une information sur les OCM, il y a 2 opérations collectives de modernisation qui continuent parallèlement. Il y a celle de l'entre-deux-mers dont on vient de parler, et il y a celle qui concerne la rive gauche, le sud Gironde, qui est en train de lancer une 2e tranche. Et nous aurons l'occasion dans les prochains mois de vous présenter les différents critères qui permettront aux entreprises d'obtenir des soutiens dans leur modernisation avec l'aide des fonds FISAC et des fonds régions. Et ces opérations seront également financées en partie par les communautés de communes, et donc on aura l'occasion d'en reparler. Ce sont des dossiers importants de soutien aux entreprises. Je reviens sur ce dossier, donc je demande au président de le mettre au vote, la subvention de 266,68 € à l'entreprise DPC, 4 places du Général de Gaulle à Lyon. Voilà, chers collègues, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir sur ce sujet? Non? Donc je le mets à délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie bien. Délibération suivante, développement économique, transfert de la propriété des zones d'activité de Piastre à Prégnac et de Boisson à Bégueil. C'était le président qui devait être rapporteur, mais je viens de le faire, je connais le dossier. Donc vous savez que ces 2 zones d'activité ont été transférées au 1er janvier à la communauté de communes, la propriété entière. Il se trouve que ces zones ont été totalement commercialisées et il ne reste en fait à transférer que la voirie. Et donc ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est d'acter, je dirais, ce transfert de voirie hors éclairage public et espace vert, précise. Et donc ça concerne pour Bégueil le chemin de Birolles pour une longueur de 101 mètres et le chemin de Boisson pour une longueur de 233 mètres. Et en ce qui concerne Prégnac, donc cette zone industrielle adresse la Piastre pour une longueur de 400 mètres qui était déjà, je pense, dans un intérêt communautaire. Et donc on demande au conseil communautaire d'approuver le transfert de propriété à titre gracieux des voies que je viens de citer. Merci bien, Christian. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Non. Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie bien. Délibération suivante. Développement économique. Vente du lot numéro 19 de la zone d'activité économique de Coudane à Landiras. C'est toujours Christian Boyer qui en est le rapporteur. Donc dernière délibération pour ce qui concerne le développement économique. Nous avons un acquéreur pour le lot numéro 19 de la zone d'activité de Coudane. Le prix a été fixé, le prix officiel est fixé à 16 € le mètre carré. Il se trouve que ce lot a des contraintes fortes. Il est situé, c'est le premier lot quand vous rentrez dans la zone, et ensuite vous avez ce qu'on appelle un bassin étanche, et il a des contraintes fortes qui limitent sa constructibilité. Et donc, en accord avec l'acquéreur, étant donné cette servitude, nous proposons de lui accorder sur le prix officiel une remise de 2352 €, ce qui entraînerait donc un prix de vente de 18 000 €. Nous sommes de toute façon très contents de continuer à vendre lentement, certes, mais sûrement les lots de Coudane. C'est le 6e lot. Le chemin est long, mais nous progressons tranquillement vers la commercialisation de cette zone. Donc le but de la délibération, c'est d'autoriser le président à effectuer toutes les démarches nécessaires pour que cet achat se fasse le plus rapidement possible, parce que l'acquéreur en fait n'emprunte pas, et donc c'est quelque chose qui peut aller très vite. D'accord. Quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Oui. Dominique? Il reste combien de lots avant?
Alors, au total, il y avait 19 lots. Et ça, c'est le 6e lot, et donc il reste 13 lots. On est au tiers. On en a vendu combien cette année? 4. Sur les 12 derniers mois, on a vendu 4 lots. D'autres questions, chers collègues? Non? Je vous propose de délibérer. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie bien. Délibération suivante, elle concerne c'est dans le cadre du CISPD, donc la mise en place d'un accueil relatif aux travaux d'intérêt général, les TIG, avec le parquet de Bordeaux. Alors donc, c'est vrai que Pierre Laroche, dans ses démarches, a prévu que la collectivité, notre collectivité, la CDC Convergence Garonne, pouvait être un lieu pour accueillir les tiges. Donc il lui faut une habilitation, et l'habilitation, donc il faut que le président la signe. Alors, comme me faisait remarquer tout à l'heure avant le conseil communautaire Jean-Noël, on sait qu'il y a pas mal de communes qui accueillent les tiges, il faut continuer à les accueillir. Mais simplement, la CDC prendra aussi sa part dans l'accueil des CDC. Je pense que sur une alternative, c'est quand même intéressant de donner l'opportunité aux petits délinquants, au lieu de partir en prison, de faire des travaux d'intérêt général. Donc, je sais qu'il y a Séance le fait, nous le faisons à Cadillac, je crois qu'il y a d'autres communes qui... Il faut continuer à le faire, mais la CDC prendra sa place. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Jean-Claude. Un micro pour Jean-Claude. Oui, justement, c'est extrêmement intéressant. Oui, depuis 3-4 ans, on intervient sur les tiges. Alors justement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, par le biais de la CDC, de piloter justement toutes ces actions en faveur donc, de la réception dans nos collectivités de tiges, plutôt que vous intervenez de votre côté? Moi, je sais que régulièrement on intervient, mais c'est assez compliqué, et ça se fait pas comme ça. Il y a toute une procédure, on nous garantit rien du tout, alors que c'est extrêmement intéressant pour les deux parties. Voilà, donc la question était de voir si vous ne pouviez pas, au titre de la CDC, de faire des interventions communes sur l'ensemble des 27 communes maintenant. Alors, on sait que Pierre Laroche, donc, qui est notre animateur de CISPD, effectivement, il est l'interface entre notre collectivité et les différents maires et les différentes municipalités. Bon, on lui dira effectivement quand il y aura, parce que lui il est en première ligne, quand il aura à mettre ou trouver un lieu d'accueil pour les tiges, s'il connaît, il aura répertorié les communes prêtes à les accueillir, et puis il ventilera en quelque sorte. Voilà. Mais oui, il peut avoir ce rôle-là, absolument. Ah ben il faut avoir l'habilitation, c'est pour ça qu'on... Voilà. Voilà. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on délibère ce soir, parce qu'il faut que la CDC ait cette habilitation qu'elle n'avait pas auparavant. Voilà. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur ce sujet? Donc on délibère. Qui est contre? Voilà, oui. Absolument, oui. C'est pas les mêmes interlocuteurs qu'on a en termes d'éducatrices ou d'éducateurs qui suivent les différents sujets. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie bien. Donc, délibération suivante, culture. Vote des tarifs et des préventes de billets du festival Ruez-vous. Et c'est notre collègue Gauthier qui... Voilà. Donc, Jérôme, les deux délibérations qui vont suivre donc concernent la validation de tarifs
Donc première manifestation organisée par la communauté des communes, donc la manifestation Avrez-vous, donc sur Yons, comme vous avez vu, j'imagine, par avance, et c'est inscrit donc sur l'écran qui est face à vous. L'idée, c'est tout simplement de conserver les mêmes tarifs que l'année précédente ou que les années précédentes, à savoir donc 12 € pour le plein tarif, 8 € pour un tarif réduit, avec des passes famille à 8 €, des passes spécifiques pour les habitants de Ruyons avec 2 éléments, ceux qui sont directement impactés donc dans le bourg et ceux qui sont hors bourg. Et puis donc il y a des passes sur 2 jours, et la nouveauté par contre cette année, c'est un pass 3 jours, puisque le festival Avrez-vous, qui a lieu donc le premier week-end du mois de juillet, était allé cette année sur le vendredi, le samedi et le dimanche, parce que nous avons souhaité donc accueillir un autre public, un public plus familial, et aussi développer notamment avec le l'office de tourisme des week-ends spécifiques donc pour attirer les gens sur ce territoire, d'où l'explication du tarif supplémentaire qui est le pass 3 jours, 24 €, c'est assez logique, hein, 16 € 2 jours, 24 € 3 jours, rien de bien extraordinaire à ça. Donc là, il s'agit simplement de valider les tarifs qui seront mis en place pour cette manifestation. Quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Non? Bon. Ah oui. Dominique. Non, juste pour savoir ce que représentent les recettes de billetterie par rapport au budget global d'une manifestation comme le festival Rue et Vous sur 2017, bien entendu. C'était environ un tiers, à peu près un tiers. À la louche. Avec c'est ça, c'est dans les 40 € pour les 105 qui rapportent. Effectivement, à peu près un tiers. C'est bon? 35 à 40 000. 35 à 40 000 €, c'est ça. Parce que moi, un tiers, ça ne me dit rien du tout. Ouais. Un tiers de 0, c'est 40 000 €. Donc c'était l'année dernière, c'était un budget de 105 000 €. Voilà. C'était entre 35 et 40 000 €. Voilà. C'est bon, Dominique? Oui. Ok. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Et on passe sur le vote, toujours dans la culture, le vote des tarifs des spectacles au fil de l'eau. C'est toujours Jérôme qui en est. Il s'agit donc cette fois de l'éducation artistique et culturelle. Je rappelle que cette éducation artistique et culturelle, elle concerne beaucoup de vos communes, nos communes les uns les autres, puisque ce sont des partenariats avec les écoles, mais aussi toutes les structures enfants jeunesse qui participent donc à ces animations culturelles. Et il se trouve que dans le programme, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de l'école, à l'intérieur des centres de loisirs, mais aussi des spectacles qui sont proposés hors temps scolaire. Et donc là aussi, il nous faut donc valider 2 tarifs par rapport à ça, qui sont des tarifs là aussi habituels. Donc le tarif tout simplement c'est 6 €. Vous avez donc deux représentations. Hein. L'une accompagne donc l'Aurore qui aura lieu donc à l'espace culturel La Forge à Portès évidemment. Donc, dans la communauté commune, il faut remarquer au passage que pour l'autre délibération, le spectacle s'appelle Duo d'escalier et comme son nom l'indique, on recherche un escalier pour faire un spectacle. C'est un spectacle qui se passe autour d'un escalier. Donc si vous avez des propositions à faire d'escaliers un petit peu remarquables ou avec lesquels il y a des espaces tout autour évidemment pour que les intervenants, donc les acteurs sont sur l'escalier, pour que tous les spectateurs soient au moins une centaine de personnes tout autour de cet escalier. Donc si vous avez des propositions à faire au service culture, nous sommes preneurs pour développer ce spectacle donc, dans un endroit sur la communauté des communes. Le château de Mal à Peignac. Il faut que ce soit des espaces publics, tout à fait. Donc, il s'agit de valider donc, de 6 € Voilà. d'entrée à chaque fois, tout simplement. Est-ce qu'il y a des... outre le fait qu'on a bien entendu le lieu, donc on va l'indiquer, on va le transmettre. Est-ce que d'autres collègues souhaitent intervenir sur ce sujet? Non, donc on va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie bien. Délibération suivante concernant GEMAPI, l'institution de la taxe GEMAPI. Et le rapporteur, c'est notre collègue Jean-Patrick Soulet. Bien, donc cette délibération est la première de 3 délibérations qui sont
qui vont être consécutives. Donc je ne vous rappelle pas que nous avons, dans nos statuts, nous avons intégré donc, la compétence obligatoire qui est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc nous avons présenté en commission et nous avons travaillé et ensuite nous avons présenté en conseil des maires les conclusions de ce travail. Donc nous avons des investissements importants qui vont arriver les années à venir. Mais avant de faire ces investissements importants, donc, nous devons effectivement mener diverses études de danger et de gouvernance. Et également, nous devons nous substituer donc, aux communes qui sont dans les syndicats existants, où des cotisations doivent être réglées. Donc pour ça, donc, nous devons instaurer une taxe qui s'appelle la taxe GEMAPI. Donc nous vous proposons donc d'instaurer cette taxe par l'intermédiaire de cette délibération. Et les délibérations suivantes rentreront plus dans le détail financier de cette taxe. Donc sur cette première partie, vous avez compris qu'il va y en avoir d'autres en suivant. Lionel, hein, c'est ça, tu demandes la parole, c'est toi? Ouais, vas-y. Alors, je trouve, je vais redire un peu ce que j'avais dit en commission. Je trouve dans la présentation de l'ordre un peu bizarre, puisqu'on nous demande, là, sans nous présenter les besoins, puisque si on institue une taxe, c'est parce qu'on a besoin d'argent pour payer quelque chose. Or là, sur le principe, on nous dit juste là, il faut instituer une taxe, d'accord, et après on verra si on a besoin de cet argent pour réaliser quelque chose. J'avais demandé à la commission qu'on travaille d'abord sur quels étaient les besoins, ça on savait qu'il y en avait, mais quel était le montant des besoins pour pouvoir au moins déjà dire cette taxe pourra servir à payer ces dépenses de fonctionnement essentiellement, si j'ai bien compris, au départ, pour les années futures. Et ce qui peut légitimer à ce moment-là, ou non, mais ça peut légitimer le fait d'instaurer cette taxe. Donc c'est dommage, je trouve que là, on nous demande de voter une taxe sans nous dire à quoi elle va servir. Je sais que le travail a été fait, et donc je remercie que ce travail ait été fait, et par la suite, vous allez présenter une somme à recouvrir par cette taxe. Mais je trouve encore bizarre de commencer par dire on veut de l'argent, et puis après on vous dira à quoi il pourrait servir. Sur les investissements, j'aurai une remarque tout à l'heure à faire. Dans l'ordre administratif, vous créez d'abord la taxe. Et ça serait bien de présenter l'ensemble. Oui, vous avez eu l'occasion de lire la suivante. Le public qui écoute. C'est pas un suspense insoutenable, puisque vous les aviez lire. Effectivement, donc je vais répondre à la question. Effectivement, avant de pouvoir fixer un produit, il faut d'abord délibérer pour instaurer une taxe. En général, dans la collectivité locale, c'est toujours comme ça qu'on procède. Donc effectivement, nous avons donc, pour anticiper donc, sur le produit attendu, la délibération suivante. Donc nous avons défini le montant, donc sur le produit fiscal attendu, qui correspond donc aux frais fixes de fonctionnement, aux études de danger de gouvernance et aux cotisations des syndicats. Donc nous avons défini les frais fixes qui concernent donc, le personnel, qui est de 50 000 €. Donc on l'a présenté à la réunion l'autre jour. Nous avons les cotisations qui sont montées à un montant de 74 000 €, différentes cotisations aux syndicats divers. Ça c'est des sommes que l'on connaît, qui sont fixes, qui ont déjà été payées. Nous avons également donc, les études de danger qui sont financées pour 30 000 €, et l'étude de gouvernance qui est financée à peu près pour 1 200 €. Donc nous avons un produit fiscal attendu de 180 500 € pour l'année 2018, en sachant que nous avons fait le choix en commission de financer notre compétence GEMAPI en 2 étapes. Une première phase donc était une première phase préparatoire pendant laquelle nous allons lancer les études qui vont définir les besoins, et la deuxième phase donc qui sera une phase opérationnelle qui déterminera les financements, les investissements à venir.
Oui, alors, je voudrais quand même rappeler que l'Association des maires de France n'est pas favorable à cette taxe. C'est un nouvel impôt, c'est la taxe inondation, c'est un nouvel impôt qui est imposé, supplémentaire, imposé par le gouvernement. Et au final, ce sont les administrés qui vont encore payer. Donc moi je trouve que c'est extrêmement dangereux de se lancer là-dedans, d'autant plus que notre collègue nous a dit, il vient de nous parler de fonctionnement, il va nous donner la valeur qui correspond à la taxe correspondant à ce qu'il a dit, on emploie un personnel, on va avoir des travaux de fonctionnement, et il a dit en préambule tout à l'heure, il y aura dans le temps des investissements extrêmement importants. Donc le fait de voter cette taxe, d'aller dans le sens du gouvernement, on ne sait pas ce qui va se passer à terme, et ça va être encore les administrés qui vont payer. Donc Riom, c'est défavorable, et votera contre toutes les délibérations concernant la GMAPI ce soir. Effectivement, on ne peut pas déterminer par personne ce que ça va représenter, puisqu'on doit voter annuellement un produit fiscal, et ensuite ce sont les services fiscaux, peut-être monsieur le percepteur nous expliquera plus précisément comment ça se passe, qui vont déterminer sur les 4 taxes la répartition et les coefficients à appliquer sur ces 4 taxes. Donc c'est compliqué de ramener ça par habitant. On vote un chèque à blanc. Pour reparler à monsieur, je donne la parole après, pardon, j'ai fini pour répondre à monsieur le maire de Riom, c'est que c'est effectivement une compétence qui nous a été, le législateur, il nous l'a transférée, c'est une compétence obligatoire. Donc dans tous les cas, il faut l'assurer. Nous avons des responsabilités à assurer par rapport à cette compétence. Effectivement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça c'est un autre débat. Mais dans tous les cas, il y a une responsabilité qui est engagée maintenant du président par rapport à cette compétence. Donc il faut l'assumer. Pour l'assumer, il faut effectivement, il y a des frais de fonctionnement, mais il y a aussi des frais d'études qui effectivement découleront sur des travaux d'investissement importants. Et concernant les inondations, effectivement, il y a un débat qui est lancé par l'Association des maires de France vis-à-vis de l'État qui demande effectivement à ce que l'État ne se désengage pas des digues domaniales ni de l'investissement des digues domaniales. Mais pour ce qui est des restes, des autres digues, qui sont des digues privées, ce n'est pas le cas. Donc c'est une compétence qui est transférée au niveau des collectivités. Alors effectivement, on peut voter contre, on peut s'abstenir, on peut effectivement dire qu'on n'est pas d'accord avec l'État, mais le fait est là, c'est que de toute façon c'est une compétence qu'il va falloir qu'on en assume dans tous les cas. Alors si je peux me permettre donc de compléter ça, moi je pense que pour compléter cette délibération, il serait souhaitable, de manière à ce qu'il n'y ait pas confusion sur le montant qui est indiqué, qu'on rajoute le tableau qui a été présenté et que tu as décrit oralement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ait le détail de à quoi servent ces 180 000 euros, et on voit sur ce budget-là que ça ne sert pas aux digues, c'est juste la partie qui pourrait servir dans l'attente d'une position plus claire de l'État suite aux revendications de l'AMF, que je partage d'ailleurs, et que nous sommes plusieurs à partager d'ailleurs autour de cette table. On verra qu'il n'est pas évident, et que dans ce montant-là, il n'y a aucun investissement de prévu, c'est ce qu'a dit Jean-Patrick, et que c'est juste essentiellement la gestion des bassins versants que nous assumons déjà aujourd'hui en partie. Hein. Mais je souhaiterais, moi, pour répondre à Lionel, que soit rajouté le tableau à la délibération, comme ça permet de voir à quoi sont destinées ces sommes-là. Oui, si vous permettez, je voudrais faire juste un petit rappel par rapport au fonctionnement. C'est vrai, comme l'a dit Patrick, ne pas être forcément d'accord. Dès qu'il s'agit de payer, je ne pense pas qu'on le soit les uns les autres, mais n'oublions pas une chose, c'est que ce n'était que certaines personnes qui payaient pour entretenir les digues, donc c'était les propriétaires sur lesquels passait la digue qui payaient pour entretenir, et ça préservait toute la population qui était derrière. Donc vous avez une population qui ne cotise jamais pour pouvoir entretenir une digue, et puis qui va râler parce qu'après ils sont inondés. Bon. Donc je pense que, moi je fais partie des fervents défenseurs depuis le début, je dis que c'est quand même illogique, et je le dis depuis que je suis élu, je ne comprends pas que, mes parents ont été inondés, donc je comprends encore mieux ce que ça peut représenter, hein, mais je ne comprends pas que ça soit qu'une certaine catégorie de la population, dont les propriétaires des terres sur lesquelles la digue vient passer et poser, qui sont responsables de l'entretien. Donc j'estime que ce sont
pour moi, j'ai toujours estimé que ça devait être un impôt qui devait être prélevé au niveau communal. Aujourd'hui, c'est l'État qui a décidé de faire différemment et qui veut faire payer tout le monde. Bon, mais nous, je sais que ça aurait été un peu plus logique que ça soit ainsi au niveau communal, que ça soit l'ensemble de la population qui est concernée. Voilà, c'est mon point de vue à moi. Sur le débat suivant, c'est-à-dire sur la partie investissement, moi j'ai fait remonter lors de la commission mon point de vue et en privé aussi au niveau du président. Moi je partage l'avis de l'AMF là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, demander des cotisations. Alors, ça ne concerne pas cette délibération, c'est pour ça que je voulais que ça soit bien précisé. Mais sur les futurs investissements, je considère que si on est obligé sur notre CDC, puisqu'on est le long du fleuve, de gérer, de financer les digues, je ne trouve pas normal que ça ne soit pas étendu, si impôt il doit y avoir, que ça ne soit pas étendu à l'ensemble du territoire, parce que l'eau qu'on gère dans le fleuve, il vient de l'amont et sur des CDC qui aujourd'hui ne souhaitent pas mettre en place cette taxe. Et je ne trouve pas normal, parce qu'ils nous envoient quand même leur eau par l'intermédiaire des ruisseaux, etc. Hein. Donc si on doit gérer les digues, et pour protéger une certaine population, dans le cadre de la solidarité, je pense que cet impôt doit être prélevé, cette compétence digue doit rester à l'État, et l'impôt doit être prélevé au niveau de la population en général. Oui, Lionel. Oui. Moi, on n'est pas obligé d'instaurer cette taxe pour financer les études. On l'a fait en 2017. En 2017, le bassin du Ciron a été financé par la CDC. Il semble qu'il y ait la taxe qui existe. Des études peuvent être lancées, donc on peut mettre 0 à la taxe. On a le choix entre 0 jusqu'à je ne sais pas combien. Voilà. Donc on peut mettre 0. C'est-à-dire qu'on peut payer avec le budget général des études, du personnel, comme aujourd'hui. Non, non, pas. Plus maintenant. Bah, Plus aujourd'hui à cause de la loi. mais on peut mettre, si on met 0, alors comment on fait? Alors en 2017 on pouvait, en 2018 on peut plus. Bon. Moi je pense qu'on peut mettre 0 sur. Si on veut instaurer la taxe, on instaure la taxe et on met 0, comme ça on n'a pas de produit. On paie les études nécessaires avec le budget général. Et comme ça, en plus, on dit à l'État, qui le demande d'ailleurs, parce que je reviendrai tout à l'heure sur les investissements, l'État nous dit, vous avez 6 mois, voilà, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis ce soir, dans les 6 mois suivants, c'est l'article 2 de la proposition de loi, dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation des conséquences pour la gestion des fleuves du transfert de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion. C'est que l'État nous demande aux collectivités de lancer presque une alarme et de dire on n'en veut pas, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire que les investissements, on ne pourra pas les faire. C'est impossible de se faire supporter ça à notre population. Donc, tout de suite, on a des frais puisqu'il y a une étude obligatoire, mais on va la faire, ça c'est puisque c'est obligatoire, mais avec le budget général, et on dit tout de suite à l'État, on a un montant de travaux d'investissement de plusieurs millions, ça on le sait, on ne peut pas, et donc il faut trouver un échelon supérieur, département, région, Adour-Garonne, je ne sais pas quoi, qui aura les moyens, à qui on donne les moyens, surtout, à qui on donne les moyens de remplir sa mission de prévention, qui est une question importante. Et je suis content que le débat ait lieu ce soir. Bon, je crois que Hervé, tu veux intervenir? Il y a eu une réunion, je crois, à Portet, pour présenter justement tous les attendus par rapport à la mise en place de la GEMAPI, avec la présence du département, la présence du SNEAG également, pour essayer d'apporter tous les éléments d'explication. Je crois que cette réunion, d'ailleurs, a été... C'est un bureau des maires. Cette réunion a été assez complète, par rapport à l'ensemble des questionnements qui pouvaient être posés. Moi, je voudrais simplement juste me permettre d'intervenir sur un plan peut-être plus technique que politique, si vous me le permettez. La taxe n'a pas un caractère obligatoire. Effectivement, on peut très bien financer la GEMAPI sur fonds propres. Le problème de financer la GEMAPI sur fonds propres, c'est d'en avoir la capacité financière, mais c'est surtout que la taxe permet aussi de constituer un budget annexe
Et ça permet aussi, par rapport à des investissements qui sont à venir, à pouvoir créer aussi des réserves, des ressources financières qui sont construites dans le temps, puisque le programme d'investissement ne sera pas régulier chaque année. Il va y avoir telle ou telle année des investissements plus importants par rapport à une autre. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir aussi créer une forme d'autonomie financière au travers du budget annexe pour répondre effectivement aux besoins. D'où sans doute techniquement l'intérêt de pouvoir créer rapidement le budget annexe et rapidement de pouvoir l'alimenter. Ça, c'est un premier élément de réflexion. Le deuxième élément de réflexion, sans parler du transfert de compétences de l'État au niveau des communautés de communes, je n'interviendrai pas politiquement, le deuxième, c'est sur la technique financière aujourd'hui. La GEMAPI a heureusement évolué par rapport à la pression que les élus ont pu faire, que ce soit au travers de l'AMF, de l'Assemblée des départements de France et des régions, ont pu faire au niveau national. C'est-à-dire que les départements et les régions reprennent une petite part de gestion GEMAPI. Sans doute plus dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'accompagnement des collectivités. Alors que si on en était resté au premier texte, les collectivités, les départements ne pouvaient plus le faire, notamment. Alors que par contre, le département de la Gironde est très attentif à la mise en œuvre de ces politiques et souhaite continuer à accompagner les collectivités pour pouvoir gérer justement ce type de problématique. Donc aujourd'hui, la loi réintroduit cette possibilité. C'est pour ça qu'à Portet, il y a eu un exposé avec les services du département et du SMEAC. Je vais donc y revenir par rapport à ça, alors sous forme sans doute d'assistance aussi à maîtrise d'ouvrage, mais sous forme aussi d'une réglementation qui est à retravailler aujourd'hui, une réglementation d'intervention financière. On parle bien de département et région. Pour ce qui concerne l'État, puisque ce qui est interrogé aussi, c'est de dire qui finance quoi et est-ce qu'il va y avoir également des programmes d'aide. Pour ce qui finance l'État, l'État depuis 30 ans ne finançait plus rien sur les digues, ou si peu. Les financements à l'heure actuelle qui étaient apportés dans ces cadres-là, c'était justement au niveau de la collectivité départementale. Je peux en parler, moi je vois passer les dossiers des ASA, etc., régulièrement chaque année. Et c'était le département qui était en première ligne par rapport à ça. L'État était absent déjà depuis un très grand nombre d'années. Alors on peut toujours continuer à l'attendre, hein, mais il était absent depuis un très grand nombre d'années sur le sujet. Comment réintroduire l'État? Puisque c'est là le sujet qui est majeur. Comment réintroduire l'État dans la gestion de ce dossier? Bien, c'est la présentation qui a été faite à Portet, ce qui est la continuité des travaux que le SMEAG avait pu créer sur le linéaire garonnais du Lot-et-Garonne jusqu'à la métropole. Il y a eu ce qu'on appelle un papier d'intention, c'est-à-dire une première série d'études pour dresser un état des lieux sur le référentiel de protection des inondations qui existe sur ce linéaire. Ce premier état des lieux a validé, je vais faire très court, le référentiel en disant globalement les anciens ils ont plutôt pas mal bossé et le système de protection qui est mis en place aujourd'hui est un système de protection assez correct. On peut faire mieux, si on veut. Il y a sans doute quelques améliorations à apporter, mais tout ça générera aussi des coûts particuliers si on veut aller encore plus loin dans la protection. Si on veut maintenir simplement l'état de protection actuel, il y a à l'heure actuelle des digues qui sont en bon état, des digues qui sont dans un état très moyen et des digues qui sont dans un état très mauvais. Là par contre, il faut mettre en place un programme d'action. Ce programme d'action, comment on va le cofinancer? Grâce au PAPI d'intention, le but du jeu, c'est de rentrer maintenant dans ce qu'on appelle un PAPI complet. PAPI, c'est Programme d'aménagement et de prévention des inondations. De rentrer dans ce qu'on appelle un PAPI complet, avec un programme d'action qui sera retenu. Et ce PAPI complet, par contre, lui, sera financé par l'État et l'Agence de l'eau. C'est sous couvert de ce PAPI, quelque part, qu'on va mobiliser des financements spécifiques, effectivement, de l'Agence de l'eau et de l'État, qui viendront donc là en appui des collectivités qui ont pris la compétence. Donc, ce qui a été exposé à Portet, c'est tout l'intérêt de rentrer, là je parle pour moi, j'en suis intimement convaincu, de rentrer dans la démarche PAPI, puisque de toute façon, cette dernière va nous permettre, à moyen terme, d'accompagner notamment le financement d'un certain nombre d'actions dans notre prise de compétences GEMAPI. Et c'est par ce biais-là qu'on va mobiliser effectivement des crédits d'État. Je crois que nous avons la chance, en Sud-Gironde, du fait qu'on avait lancé un PAPI d'intention et qu'on rentre dans le PAPI, pour le coup, de pouvoir contribuer à créer les conditions de mobilisation des financements, on va dire, théoriquement ça devrait être le cas début 2019, on va dire mi-2019 à ce niveau-là. Donc je pense que ça c'est plutôt un intérêt. Donc c'est pour répondre aux questions qui sont posées, c'est que dans ce cadre-là, et notamment sur les digues, on devrait pouvoir, au travers du PAPI, mobiliser des financements de l'Agence de l'eau et mobiliser des financements de l'État, qui viendront donc en cofinancement de la collectivité. Et donc l'intérêt
du budget annexe au plan technique financier aujourd'hui, c'est de commencer à alimenter le programme, sachant qu'il y a déjà des charges qui étaient déjà gérées par les différentes collectivités qui sont transférées effectivement dans le cadre de ce programme. Et ça permet de mettre en place une forme de démarche prévisionnelle à la fois de financement et d'accompagnement du futur plan d'action. Merci Hervé. Donc la parole à... Vas-y Jean-Marc. Je vais compléter, je suis tout à fait d'accord avec Alain. On va introduire en annexe le tableau que c'est indexé, ce qu'on fera d'abord tous les ans, puisqu'il faut le faire tous les ans, c'est un budget, un programme annuel, donc on va l'annexer effectivement à la délibération. C'est un tableau qui a été validé donc en bureau des maires l'autre soir à Portes. Effectivement, tu fais bien de rappeler, Alain, qu'il n'y a aucun investissement de digue, puisque justement on a fait le choix de faire en deux phases, une phase préparatoire et une phase opérationnelle, pour justement se laisser le temps. D'abord, on a les études qui doivent mener, et sûrement que le législateur va faire évoluer les textes, enfin on le souhaite tous bien sûr, en notre faveur bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait en deux fois. Mais n'oublions pas que on a quand même un gros travail à faire sur les bassins versants, sur les bassins hydrographiques, parce que c'est là que la solidarité prend tout son sens, la solidarité amont-aval, puisque ce qui se fait à l'amont impacte forcément l'aval, c'est pas à Paillet que je vais le rappeler. Il faut quand même tous conscients que ça peut arriver. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu la télévision et tout ce qui se passe actuellement, des endroits qui n'étaient pas inondés qui sont inondés maintenant, et avec des gros dégâts. Donc effectivement, on aurait pu voter zéro, mais c'est un budget qu'on aurait dû prendre sur le budget de fonctionnement de toute façon, et je ne pense pas qu'on était en mesure, d'après les services de la communauté de communes, de prélever 180 000 € sur le budget de fonctionnement, d'une part. Et pour revenir à la participation de la communauté de communes, donc sur de Podensac sur le syndicat du Ciron, c'est effectivement la communauté de communes qui avait pris cette option et qui l'avait fait sans attribution de compensation, sans demander aux communes après de reverser leur part. Voilà. Bon, je crois on aura l'occasion encore de développer les questions, puisqu'il y a plusieurs points qui traitent de la GEMAPI. Donc, est-ce que sur cette partie-là, on peut délibérer ou quelqu'un souhaite encore intervenir? Non? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? C'est sur l'instauration de la taxe. On est bien d'accord. Alors, gardez, oui. Gardez les... Jean-Claude. Oui, vas-y. Alors, Jean-Claude... Meunier Bernard. Et Meunier Bernard, puisqu'il a la procuration. Qui c'est? Il y a Jean-Marc Pelletan. Et là-bas... voilà, André Massieu et Bruno Trémy. Voilà. On n'a oublié personne? C'est noté. 6. Qui s'abstient? Alors, Madame Rudel. Après, Jean-François Dalsen, c'est ça, hein? Oui. Bon, voilà. Donc la délibération est adoptée. Nous passons à la fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI. Et c'est toujours Jean-Patrick. Mais donc on va aller très vite, puisque c'est le montant qu'on a discuté tout à l'heure, c'est 180 500 € qui concerne les frais fixes d'entretien, les cotisations des différents syndicats, les charges de personnel, les études de danger et les études de gouvernance pour l'année 2018. Comme dans les 180 500 €, il y a des charges qui étaient prises en compte jusqu'à maintenant par le budget général, c'est-à-dire, je crois, les cotisations au bassin, au syndicat qui s'occupe du Ciron, une somme... Hein, Et les autres syndicats. Et les autres syndicats. Donc ça veut dire que ça, c'était payé par le budget général. Donc en fait, on allège le budget général enfin pas 180 000, mais ça devait être de l'ordre de 80, 90 000. Je crois que c'était 65 000 pour le Ciron, reste 74, voilà. En tout. Voilà. Donc
ça veut dire qu'on les enlève. Ça, c'est des charges qui étaient payées en 2017 par le budget général et qu'on enlève, qu'on transfère, qu'on fait basculer sur un nouveau budget annexe. Et donc, moi, j'aimerais que le budget général, les dépenses, baissent de 75 000 euros, c'est-à-dire de l'équivalent de ce qui a été dépensé en 2017 pour ces charges qui vont être transférées sur un autre budget. Et j'espère que la commission finances veillera à ce que ça baisse, et je veillerai, moi, en tout cas au moment du budget, qu'il y ait une baisse d'autant de dépenses au niveau des charges. Alors, je ne sais pas où elles seront placées, mais on veillera à ce que cette somme n'apparaisse pas, parce que ça veut dire qu'on augmente d'autant le budget général, autrement. C'est-à-dire que c'est plutôt le contraire, c'est que c'était plutôt supporté par le budget général, alors que ça aurait dû être supporté par les communes. C'était une charge transférée des communes, et soit on met la taxe, soit on met des attributions de compensation. En moins. Et globalement, enfin à un moment, c'est le résultat, on doit arriver à un certain montant. En 2017, les habitants de Loupiac, ils ont payé pour le Ciron. Non. Mais si, Non, c'était payé. non. C'était dans le budget général. Oui, oui, que pour le Ciron. Pas sur le Ciron. Pas sur le Ciron. Ils n'ont pas payé pour tous les syndicats, puisqu'en fait, pour le Cianvo, pour ce qui nous concerne, nous, on ne payait pas. Non, mais l'argument est juste que en 2017, tous les habitants de l'ex-Coteau-de-Garonne ont cotisé, enfin une partie de leur impôt, de la recette de l'impôt, pour ceux qui le paient, ont contribué aux 75 000 euros de dépenses du Ciron, etc. De la même manière que certains, que des impôts de résidents de la rive gauche ont abondé des travaux qu'on a fait sur la rive droite. Donc si cette dépense disparaît du budget général, il faut que ça apparaisse dans les chiffres. Voilà. Et pour rappeler tout à l'heure la question qui était posée, combien ça va coûter par habitant, le problème c'est que ces 180 000, cette charge nouvelle va se concentrer sur les personnes qui payent l'impôt. C'est-à-dire, moi je croyais au départ, quand on disait c'est de 0 à 40, que c'était à la personne. Que c'était pas une recette attendue comme ça. Que c'était pas calculé et redivisé par l'impôt. Donc là, en fait, ça va se concentrer. Donc ça va pas être divisé en 30 000, mais ça va être, je sais pas. Entre 10 000 et 15 000, ça fera autour de 12 à 15 euros par habitant. On ne peut pas du tout compter comme ça, parce que c'est réparti sur les 4 taxes, dont la CFE, l'habitation, le foncier bâti et non bâti. Et donc, c'est les calculs du service de l'État qui vont faire la répartition. Et on ne peut pas du tout faire une moyenne, une division, ou quoi que ce soit. Chaque feuille d'impôt sera différente en fonction des... C'est exact, mais ça coûtera en moyenne plus de 10 euros par habitant. Voilà, parce que c'est ceux qui paient l'impôt. Il y a à peu près une personne sur deux qui paie les impôts locaux sur notre territoire. C'est sûr que c'est ceux qui paient l'impôt. Bon, d'autres interventions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? 6, donc c'est... voilà. Qui s'abstient? Donc, Mme Brudel. Voilà. Merci beaucoup. Donc on passe à la délibération suivante. Donc là, c'est la création du budget annexe GEMAPI, donc dans le droit fil des deux précédentes. Il y a une demande d'intervention, non? Donc, qui est contre? Donc, les 6 mêmes. Qui s'abstient? Ok. Merci beaucoup. Autre point GEMAPI. Extension du périmètre du syndicat d'aménagement de la vallée du Ciron. Voilà, donc dans le cadre de toujours la compétence GEMAPI, nous avons des bassins versants affluents de la Garonne qui sont en rive gauche, qui sont des zones blanches qui ne sont pas traitées. Donc il y a la Barbouze, la Gargale et le Fargue. Donc nous avons sollicité le syndicat du Ciron pour qu'il étende ses compétences et son périmètre sur ces trois petits affluents de la Garonne, donc ce qu'il a accepté. Donc il faut que nous demandions donc officiellement par délibération d'étendre son périmètre sur ces trois rivières.
Et les communes, donc, si on a ces bassins versants, sont Virla, Darvanas, Podensac, Ilat, Landira, Saint-Michel, Céron, Barsac, Pujon et Prégnac. Des demandes d'intervention? Non? Donc on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie bien. Et le dernier point concernant le GMAPI, c'est le programme d'action de prévention des inondations pour la Garonne. Voilà. Donc Hervé vous en a parlé, il a anticipé sur cette délibération. Donc en fait cette délibération c'est pour prendre que la communauté de communes s'inscrive donc dans ce PAPI pour participer à ce PAPI complet pour pouvoir travailler sur les actions, les 7 axes suivants qui sont l'amélioration et la connaissance et la conscience du risque, la surveillance et la prévention des crues et des inondations, l'alerte et la gestion de crise, la prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme, les actions de réduction de vulnérabilité des personnes et des biens, le ralentissement des écoulements et la gestion des ouvrages de protection hydraulique. Donc le SMEAG sollicite l'ensemble des communautés de communes situées sur la Garonne girondine pour pouvoir lancer ensuite son papier complet. Voilà, donc on vous demande d'autoriser le principe de participation de la communauté de communes en tant que porteur d'action dans le cadre de ce papier complet. Merci Patrick. Quelqu'un souhaite intervenir? Donc on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie bien. Donc nous passons à la délibération suivante qui concerne l'enfance et jeunesse. Subvention de fonctionnement à la crèche Croque-Lune. C'est Jean-Marc Pelletan qui intervient. C'est quelque chose qui est annuel, hein. C'est une subvention de fonctionnement qui est payée chaque année, qui est versée du moins chaque année à la crèche parentale de Croque-Lune. Elle se monte à 152 374 €. C'est chaque année à peu près, c'est le même montant. Voilà. Et parfois, ils nous rendent de l'argent. Je dis bien parfois, pas toujours. Merci Jean-Marc. Quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Oui, moi je pose oui. pratiquement la même question, mais bon, c'est pas grave. C'est une crèche parentale. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y a égalité des enfants en termes de pédagogie, en termes d'encadrement et ainsi de suite, sur cette crèche parentale et les autres crèches de la communauté de communes. Je serais tenté de dire oui, mais c'est pas le même objectif et c'est pas le même programme. Bon, voilà. Une crèche parentale coûte plus cher qu'une crèche qu'un multi-accueil. Voilà. Et actuellement, avec le bâtiment lui-même, je consomme plus d'animateurs ou d'animatrices compte tenu de la configuration du local. Puisque on arrivera, si on arrive à aboutir au projet d'une nouvelle construction, on arrivera pour 20 places au même nombre d'animateurs qu'on a aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, c'est 16 places. Voilà. Mais c'est une maison à étage, donc il faut beaucoup plus de personnes, il faut 9 personnes, je crois, alors qu'il en faudrait, pour 16 dans un multi-accueil standard, il en faudrait à peu près entre 6 et 7. Voilà. Mais la pédagogie est différente sur une crèche parentale par rapport à un multi-accueil. Cela dit, on ne peut pas quand même dire que les uns sont défavorisés par rapport aux autres. Hein. C'est totalement différent. Merci Jean-Marc. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Non, donc on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie bien. Le point suivant concerne toujours l'enfance et la jeunesse sur l'autorisation de signature à convention d'objectifs 2018 avec le foyer rural et attribution de subventions. Jean-Marc. Oui, alors l'attribution, il y a quelque temps, elle était de 42 000 €, comme on le fait chaque année, comme pour la crèche de Croque-Lune. Or, nous avons reçu aujourd'hui ou hier, je crois, une nouvelle demande de la part du foyer rural de Paillé qui passe la subvention à 48 000 €. On dit de 42 000. Alors pourquoi 48 000? Parce qu'il y a 2 emplois d'avenir qui ont été supprimés, et donc ça crée à peu près 6 000 € de charges supplémentaires pour fonctionner comme ça fonctionnait avant. Voilà.
pour ce foyer rural traite à Paillé, mais pour les STIAC Rion, c'est Paillé, fait le périscolaire et l'extrascolaire, c'est-à-dire les accueils de loisirs. Voilà, s'occupe et encadre les accueils de loisirs et le périscolaire, c'est-à-dire le mercredi après-midi. Il faut juste pas penser qu'il ne s'occupe ni des tables, des garderies, c'est bien que le mercredi après-midi. Oui, mercredi après-midi, périscolaire, oui. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et bien sûr les accueils de loisirs pendant les vacances. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Des questions? Non, bon, je vous propose alors de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant, finance, transmission du montant des attributions de compensation provisoire. Benoît? Oui, donc il est prévu que les communautés de communes informent les communes avant un certain délai des attributions de compensation provisoires. Hein, je le redis bien fort, c'est les attributions de compensation provisoires. Donc vous retrouvez dans le tableau ci-dessous les montants qui sont aujourd'hui fléchés vers les communes. Bien évidemment, ces montants sont revus à la hausse ou à la baisse en fonction des travaux de la CRET, hein, la Commission locale d'évaluation du transfert des charges, enfin des charges transférées, qui va travailler encore une fois cette année avec l'harmonisation des compétences. Forcément, nous aurons une délibération en fin d'année, au mois de septembre ou octobre, idéalement, peut-être un peu plus tard si on a des soucis pour avancer, pour avoir les attributions de compensation définitives de l'année 2018. Merci. Des questions? Donc, on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Marché public. Donc, c'est l'attribution du marché de reconstruction d'un immeuble locatif suite à un sinistre incendie, 13-17 rue de l'Œil, à Cadillac. Voilà, alors donc c'est l'attribution des marchés. Vous avez la liste des... Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point-là? Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Ressources humaines. Renouvellement de la mise à disposition d'un agent avec la commune de Cadillac. Hein, c'est la personne qui s'occupe de l'urbanisme. Effectivement, on renouvelle avant qu'il y ait une mutation, mais pour le moment, c'est un renouvellement de mise à disposition. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Ressources humaines, toujours. Renouvellement de mise à disposition d'un agent avec le SIETRA de la Pempine. Oui, ça concerne en fait le technicien Rivière qui travaille sur la Ghislain Poncin, qui travaille sur la GMAPI et sur l'environnement, en fait, qui est mise à disposition à 50% la communauté de communes des Convergences Garonne. Des questions? Souhait d'intervention? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Service à la population, autorisation de signature des mandats de gestion locative et financière avec Solia. Rapporteur Sylvie Porta. C'est simplement pour signer les mandats de gestion locative pour les 2 logements sociaux qu'on a sur Paillé. C'est l'agence Solia qui nous demande donc de renouveler. Ils avaient déjà la gestion lorsqu'ils étaient sur les vallons de l'Ortoli. Donc et en plus, cette année, il y a une convention de mandat financier. C'est-à-dire, au lieu d'émettre sous couvert de M. Boutineau, au lieu d'émettre tous les mois des mandats, il y a la possibilité, entre Solia et la perception, d'encaisser les mandats directement. Donc ça éviterait à un agent de tous les mois d'émettre des mandats. Voilà. Donc il y a deux mandats de gestion locatif et un mandat de financier. Des questions concernant ce point-là?
Non? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne l'urbanisme, la nouvelle prescription du plan local d'urbanisme intercommunal en raison de l'extension du périmètre aux communes de Cardan et Escoussan. Et le rapporteur, c'est Alain Guérens. Alors, je vais faire plus court que les 6 pages que vous avez, donc je vais juste vous préciser la raison pour laquelle on revote cette prescription. Alors, en fait, sur les conseils de la DTM et de son service juridique, il nous a été conseillé donc, de represcrire ce PLU tenant compte donc, de l'adhésion des 2 nouvelles communes, puisque dans la précédente prescription, on faisait état donc qu'il y avait 25 communes, et donc voilà, ça présentait un risque juridique et lors d'un recours éventuel, donc ils ont conseillé de represcrire avec les 27 communes. Sachant quand même que si d'autres communes venaient, on ne va pas represcrire à chaque fois, puisque sinon, je veux dire, jusqu'à l'arrêt du PADD, voilà, ça remettra en cause à chaque fois le PADD, quoi. Donc, on va essayer, sur les 3 ans qui viennent, de rester à 27. Des questions? C'est des questions particulières. Je savais juste repréciser pourquoi je vote contre. Je n'ai rien contre les communes de Cardan et Escoussan, mais je vais repréciser parce que si les personnes regardent la séance qui n'avaient pas regardé les séances précédentes, ils ne sauront pas pourquoi je vote contre. C'est tout simplement parce qu'à l'intérieur des préconisations, etc., qui légitiment, enfin, qui prescrivent le plan local d'urbanisme, il y avait 2 mots que j'avais souhaité qu'on rajoute, c'est-à-dire notamment social, et que ces 2 mots, j'ai perdu. La majorité des membres de ce conseil n'ont pas voulu que ça soit rajouté, la large majorité, on va dire. Et donc, comme moi je continue à considérer qu'il faudrait rajouter ces 2 mots, et c'est pour ça que je ne peux pas valider la délibération, mais ce n'est en rien contre les communes de Cardan et d'Escoussan. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur ce point-là? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Donc, alors, il y a André Massieu, Lionel Cholon. Voilà. Qui s'abstient? Donc, je vous remercie. Urbanisme, toujours lancement d'une enquête publique en vue de la régularisation du PLU de Sainte-Croix-du-Mont. Rapporteur Alain. Bien, donc comme vous le savez, nous avons fait l'objet d'un recours concernant le PLU de Sainte-Croix-du-Mont par le syndicat viticole de la commune, de l'appellation Sainte-Croix-du-Mont, de l'ODG. Et donc le tribunal, le juge du tribunal a tranché et a considéré donc d'une part qu'il y avait un vice de forme puisqu'il manquait lors de l'enquête publique donc l'avis de l'INAO et de la CDPNAF. Donc il nous demande de régulariser ce vice de forme en represcrivant une enquête publique, enfin de redémarrer au niveau de l'enquête publique en incluant ces 2 documents d'une part. Et d'autre part, il a considéré qu'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation d'avoir classé dans ce PLU, dans ce zonage, les 4 parcelles, donc les 5 parcelles, pardon, des 310, 316, 317, 318 et 320. Et il nous demande donc de revoir cette erreur, ce qu'il considère comme une erreur manifeste d'appréciation. Et donc de les enlever du zonage. Il nous a accordé pour ça 9 mois de délai. On est déjà aux 6 mois, donc on a décidé donc de lancer l'enquête publique et donc il faut vous demander donc de cette autorisation de procéder à une nouvelle enquête publique pour au final finir par régulariser ce PLU. Ouais. Il faut, à partir du constat de cette absence des 2 documents, donc de ce vide de forme, qui constitue donc... Voilà. C'est le juge, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le juge du tribunal qui a considéré ça. Ce PLU a été validé par le service de l'égalité, c'est suite à l'assignation que le tribunal a considéré, a eu ses considérations, on va dire comme ça. Oui, c'est suite au recours de l'ODG, celle de Grandemont. Crédible ou pas? Sur le site, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais ça sera un petit peu. Notre activité légale. Merci Michel. Quelqu'un souhaite intervenir? Non, donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient?
Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Si, le PLU est applicable, simplement concernant ce litige, le président Mateille donc, a envoyé un courrier au maire de Saint-Denis, à Michel, donc, lui demandant de surseoir aux autorisations d'urbanisme sur les 5 parcelles en question. Et aujourd'hui, on a un recours contre le recours, en fait, mais qui n'est pas encore statué, mais puisque la décision est l'enquête publique n'est pas démarrée, parce que un des propriétaires d'une parcelle souhaitait vendre un terrain à bâtir, et aujourd'hui, on lui demande de plus avoir de projet sur cette parcelle. D'autres interventions? Non? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Urbanisme, toujours. Modification du plan local d'urbanisme de la commune d'Arbanat. Vas-y, Eric. Donc, on était déjà venu vers vous concernant la modification simplifiée, concernant le PLU d'Arbanat. Les services de l'État nous ont dit que, vu la demande initiale, ça ne pouvait pas être une modification simplifiée, donc on est obligé de la requalifier en modification avec enquête publique, et donc pour en fait classer une zone qui était à la fois UB et agricole, donc dans l'intérêt et selon la volonté de la commune d'Arbanat d'en faire une zone artisanale. Et donc voilà, c'est une parcelle qui est en bordure de la ville 113, et donc pour créer une zone en vitrine et en entrée de bourg d'Arbanat, qui soit une zone artisanale. Oui, privé. Oui, mais d'abord, oui. Elle deviendra une communauté remplie. Des questions? Donc, on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Donc, toujours dans l'urbanisme, l'instauration du droit de préemption urbain sur le PLU de la commune de Sérence. Donc la commune de Sérence, par délibération en date du 15 janvier, nous a demandé d'instaurer le droit de préemption sur l'ensemble des zones UA, UB, UC, UE et UY, 1AU et AUY, la totalité des zones. Et donc, voilà, il faut que, comme la compétence est à la CDC, donc on vous demande d'instaurer ce droit de préemption sur ces zones-là, sur la commune de Sérence. Des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Dernier, instauration du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Rions. Bon, c'est la même démarche du conseil municipal de Rions, en date du 15 janvier 2018. Donc, il nous demande d'instaurer le droit de préemption sur l'ensemble des zones UAU, sur le PLU, dans le PLU de Rions. Donc, on vous soumet la même demande. Donc, est-ce qu'il y a une intervention souhaitée? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Et le dernier point, délibération pour ce soir, c'est l'instauration, c'est le même, mais sur la commune de l'Estiac. Donc pour les zones U, 1AU et 2AU, du PLU en cours d'élaboration sur... Non, pardon, l'Estiac il est déjà approuvé. Pardon, je confonds avec mon voisin pratique. Donc c'est sur l'Estiac, même raison, c'est suite à la demande du conseil municipal en date du 23 novembre. Bon, donc là on vote, qui est contre, qui s'abstient, donc c'est adopté, je vous remercie. Donc on avait 3 points et après on passera à vos questions diverses. Donc le premier point qui concernait le syndicat mixte du Sud Gironde. Alors il était important, enfin, nous semble-t-il, de flécher les représentants dans les groupes de travail. Alors peut-être Benoît, allez-y. Il a, effectivement, si je l'ai confirmé, il est très important pour que le syndicat mixte Sud-Gironde puisse commencer à travailler dans ces groupes de travail, et je vais vous les rappeler.
de flécher les représentants dont le rôle sera l'interface entre la communauté de communes et le syndicalisme. On va arrêter et compléter le sujet si j'oublie des éléments importants. Donc, nous avons 5 bulles, je dirais, hein, de loin comme ça, je ne l'ai pas en affichage. Nous avons des groupes de travail SCOT, transition énergétique, contractualisation OCM, contrat de réalité tourisme, leader et politique territoriale de santé. Donc il s'agit de flécher parmi les membres qui ont été désignés à la délibération de décembre 2017, les élus donc, qui seront les représentants de la communauté de communes dans ces différents groupes. Donc il y a des propositions et puis des postes donc, à prendre. Je vous rappelle, ce n'est pas un vote, hein, c'est une désignation, un fléchage. Hein, donc, pour le SCOT, M. Kérins est fléché, c'est indiqué, s'il en est d'accord. Je la prends, mais... C'est une demande de du SCOT. Hein, comme vous êtes SCOT et vous êtes membre de la groupe de travail. Sur la contractualisation OCM, contrat de ruralité et tourisme, si M. Boyer veut bien assurer cette mission. Oui. Sur la politique territoriale de santé, le président proposait M. Fillatre, voilà, qui est de Prégnac, tout à fait. Et après, il reste leader et transition énergétique. Leader, donc il était proposé éventuellement que ce soit Madame de Gabory, mais qui n'est pas là ce soir, donc c'est peut-être difficile de... Voilà, c'est ça, mais elle avait été pressentie pour... Et il restait un appel à candidature aussi, mais pareil pour le leader. Pour la transition énergétique, s'il y a des volontaires pour ce poste de référent, et si vous le souhaitez, je vous rappelle les membres qui ont été désignés. Donc, en tant que titulaire, nous avons M. Cavailleuse, messieurs Cavailleuse, Clavier, Gillet, Truffard, Manceau, Pelletan, Fillatre, Kérins, Madame Rudel, M. Dréau, Ribaud, Boyer et Madame de Gabory. Ça, ce sont les titulaires. Et parmi les suppléants, nous avons M. Zosa, Madame Doro, M. Morig, messieurs Morig, Armagnac, Madame Penaud, Daniel Lescure, Madame Thial de Bordenave, Madame Bidot Dutreil, Françoise Nouel, Madame M. Moreno, Madame Porta, Jérôme Gauthier et Monsieur Gauthier et M. Casimajou. Voilà, donc un appel à candidature pour la transition énergétique, c'est-à-dire le plan climat air énergie, donc avec Madame vice-présidente, Madame Arnaud. Donc est-ce qu'il y a dans la salle des volontaires pour assurer, parmi les membres que j'ai énumérés, pour assurer cette mission de coordinateur, enfin de... C'est un sujet passionnant. C'est pourtant un sujet passionnant, en effet, et important. Est-ce que, M. Gillet, est-ce que vous avez une idée du nombre de réunions aussi que ça peut générer? Parce que je pense souvent c'est une crainte en disant que ça va générer. C'est variable selon les sujets, bien évidemment, mais non, sur le CAET en tout cas. Sur le leader peut-être un peu plus de références, de 4-5 réunions. Moi je dirais qu'il y a à peu près 4 à 5 réunions par an. Je me permets d'insister sur le plan climat et énergie. On a quand même délégué la compétence au syndicat du Sud-Gironde. C'est quand même assez important par rapport au travail qui va être fait au niveau du plan d'action. Et puis derrière le plan climat et énergie, c'est dans cette vice-présidence, dans cette bulle de compétences, que vont se travailler aussi les politiques de projet de développement des énergies renouvelables. Donc, c'est un vrai sujet.
Donc en fait, tu candidates pour ce poste-là. Ok, d'accord. On te marque. On essaiera d'appeler Madame de Gabory. Voilà, et on essaiera d'appeler Cécile, oui. Enfin, je sais qu'elle est un peu loin pour le moment, mais enfin, bon, on devrait pouvoir communiquer. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires Alors, il y a une proposition qui est faite. Si Madame de Gabory, si Madame de Gabory n'était pas intéressée, je prendrai la place volontiers. D'accord. Ok. Elle est absente en ce moment? Pas joignable, c'est ça? Oui, elle est en mission en Afrique. Voilà. Sur la... Ah oui, je revenais alors à la gouvernance. Vous savez qu'avec la modification du périmètre, effectivement, et le fait que deux communes nous aient rejoints, donc il faut... ça redistribue, ça remouline. Et si bien que vous devez, chaque commune doit délibérer sur le droit commun. Hein. Et donc, et on souhaiterait que vous le fassiez assez rapidement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on ne le fait pas et si on laisse traîner, ça va nous retarder de façon importante. Et après, voilà. Et alors, d'abord, les deux communes ne peuvent pas participer, puisque ça retarde d'autant l'arrêté. Et ensuite, ça nous ferait voter le budget très tardé, hors délai. Donc, essayez de délibérer. De toute manière, vous avez à délibérer sur le droit commun. C'est la seule option qui est. Alors, il n'y a pas d'autre, puisque sur l'accord local, il n'y a pas de possibilité. Donc, excusez-moi, monsieur. J'attends toujours le coup de téléphone de monsieur le président. Excusez-moi, mais quand j'entends ça, je n'ai toujours pas eu, ou alors il a perdu mon numéro de téléphone. Non, je peux lui redonner volontiers avec grand plaisir. Non, il a prévu de venir vous voir. Ah, il a prévu. Ouais. Bon, mais c'est gentil, parce que ne dites pas que rien n'est fait, puisqu'il n'y a pas eu de rencontre. Non, mais... On est d'accord. Il va venir vous voir. Ça, très bien, j'attends. Est-ce que c'est pas la CDC de prendre une position et après qu'on délibère Non. Il faut que ça se fasse chaque commune et aux 2/3. Voilà. Bon. La CDC doit prendre une question. Non, la CDC, entre guillemets, n'est pas maître du jeu là-dedans. Ce sont les communes qui ont reçu l'arrêté du président et du préfet et qui... si toutes les communes ont été destinataires, normalement, de l'arrêté. Dans l'arrêté, ils vous demandent de délibérer. Dans la lettre, ils disent que les communes ont... Il y a 3 mois. Ah, c'est toujours assez... Enfin, il faut aller le chercher, le truc, effectivement. Mais c'est les communes qui délibèrent. La CDC ne délibère pas sur la gouvernance. C'est la loi. Pardon, mais l'arrêté du préfet ne nous dit pas le nombre de délégués qu'il va y avoir au sein du futur conseil suite à l'adhésion des deux nouvelles communes. Elle nous informe qu'il y a 2 nouvelles. Alors, à ma connaissance, il y a, alors les modifications qu'il y a, c'est que Barsac passe de 3 à 2. Ça, on l'a pas eu, hein, ça. Non, mais c'est nulle part. Voilà, c'est nulle part, mais quand on fait, si vous allez sur comment on appelle ça, le simulateur de l'AMG, vous allez voir le résultat, puisqu'on est dans le droit commun. Ensuite, donc il a... Alors là, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'on doit voter? Le droit commun. Non, mais à partir du texte que la préfecture nous a envoyé. Voilà. Et il faut qu'on le transforme en délibération. Oui. Et vous auriez pu nous envoyer un petit mail pour nous dire... C'est juste hallucinant, vous venez quand même de nous dire. Pour savoir ce qu'on a à faire, il faut aller sur le site de l'AMG, je crois rêver. Hein. Là, franchement, il y a une aucune des services. Bah si, c'est ce que vous venez de dire. Dire, allez voir le simulateur, vous saurez ce qui se passe. C'est pas acceptable dans la forme. Mais de toute manière, le préfet, il a envoyé, vous devez, nous, les communes, hein, on doit effectivement délibérer. Alors, faute de délibération, lui, il attendra les 3 mois, et 3 mois, c'est lui qui prendra la main et qui dira, voilà, il n'y a pas d'alternative.
Voilà. Et les seules conséquences, je vais vous le dire, hein, les seules conséquences, c'est Barsac donc passe de 3 à 2, Ilas passe de 1 à 2, et Cadillac perd un siège. Voilà. Ce qui est surprenant, c'est qu'il perd un siège alors qu'il augmente en population. Mais c'est comme ça. Voilà. Mais parce que comme c'est tout remouliné, effectivement, les calculs au plus fort restent se modifient. Donc bien évidemment, les communes qui sont impactées devront, en plus de la délibération concernant le droit commun, devront voter effectivement pour désigner les représentants. Alors, il y avait aussi, c'était la dernière fois, il y avait une intervention de Dominique concernant le conseil communautaire du 23 mai. C'est pendant le CELAC. Ah, c'est Lionel, non, qui est intervenu ou Dominique? Je m'en rappelle plus. Ah bon, excusez-moi. Ben, alors c'est Lionel alors. Oui, oui. Alors bon, c'était pour savoir s'il y en avait beaucoup, parce que bon, on a fait ce planning. Bon, si c'est pour un, bon, je suis désolé, mais si c'est pour un ou deux, on ne va pas remodifier le planning. Mais si il y en a beaucoup d'entre vous qui comptent aller au CELAC, ben alors à ce moment-là, on essaierait de voir si on ne peut pas le déplacer, quoi. Voilà. Qui pense y aller là au CELAC? Surtout par exemple le programme précis pour savoir, parce que souvent le mercredi, c'est la journée où il y a les invités phares, et la soirée pour les élus et c'est pas forcément c'est pas incompatible, mais je dis juste, j'alertais là-dessus. D'accord, d'accord. Bon, mais oui, alors si c'est là, si effectivement c'est là où il y a les. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez remonter auprès de la CDC votre intention d'y être ou d'y aller, et en fonction de si on voit que le nombre effectivement est important, ben à ce moment-là, on essaiera de modifier le planning, hein, Benoît. Voilà. Et, bien, en ce qui nous concerne à nous, c'était les points. Donc, je pense, vas-y Laurence alors. Je voulais juste faire part d'une difficulté que Mont-Tremblant rencontre à propos du débit Internet. En fait, nous rencontrons une dégradation extrêmement majeure de notre débit depuis environ 6 mois. Mais quand je dis dégradation majeure, c'est-à-dire que maintenant c'est un véritable frein. On ne peut plus se servir à certaines heures de la journée d'Internet. Pour vous donner un ordre d'idée, pour envoyer un mail après 16 heures, il faut compter entre 10 minutes et un quart d'heure. Voilà. Je ne parle pas de pièces jointes, je ne parle pas de tout ça. Donc nous avons été en contact régulier avec Gironde Numérique, donc là c'était des contacts téléphoniques qui jusqu'à présent nous renvoyaient jusqu'en février 2018 en nous demandant de patienter, que ça irait beaucoup mieux en février 2018. Donc nous y sommes, nous sommes empressés de rappeler. Et là, on nous a expliqué que ça allait être plus complexe et que les études allaient commencer cette année. Que rien n'était prévu à court terme pour notre commune. Et à moyen et long terme, le seul échéancier qu'on nous donne, c'est qu'en deuxième semestre 2018, nous pourrons avoir accès éventuellement à un échéancier. Voilà les informations que nous arrivons à avoir pour l'instant. J'ai le mail de Gironde Numérique. Donc, j'avais deux questions en fait. La première, je voulais savoir si la CDC pouvait avoir un échéancier un tantinet plus précis. Il y avait même 3. La deuxième, j'imagine que Mont-Tremblant n'est pas la seule commune qui rencontre cette difficulté. Non. Merci. Et enfin, dernier point, je voulais savoir dans quelle mesure la CDC pouvait nous accompagner pour surmonter cette difficulté qui, j'insiste un peu, mais qui représente vraiment un frein majeur pour les entreprises de la commune, qui sont des entreprises du territoire. Je ne veux pas mettre en difficulté, je veux une réponse ce soir. Je vais vous donner les informations qu'on a. Sur le calendrier, on n'est pas plus avancé que vous. La seule information supplémentaire que j'ai, c'est que M. Ducout, le président de Gironde Numérique, cette semaine, on a reçu un courrier adressé au président pour pouvoir le rencontrer. Et je crois que c'est fin mars.
début avril, la date du calendrier de rencontre. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents et qui peuvent regarder la vidéo de l'ouverture des prix, enfin de l'attribution du marché, il a été dit que effectivement par rapport aux remontées qui avaient été faites des différentes communes dans le programme d'action, il y aurait, c'est le programme qui est prévu, et il y aurait des adaptations à la marge. Donc maintenant, je pense que la question qui sera posée à M. Ducout à ce moment-là, c'est quelles sont les adaptations à la marge par rapport au programme d'investissement. Effectivement, après, le marché a été attribué avec un déploiement beaucoup plus rapide que prévu et beaucoup moins cher. On en a parlé la dernière fois, il me semble. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus, et notamment pour chacune des communes. Là, je n'ai pas du tout d'informations. Et est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de vous accompagner? J'ai juste oublié de préciser une chose. Dans la réponse dans le courriel, on nous indique qu'il existe une alternative à ces problèmes de débit, c'est de passer par le satellite. Et c'est une alternative coûteuse en termes d'installation et de consommation, parce que plus on envoie de mails, plus on paye. Je ne sais pas ce que ça vaut, on reçoit beaucoup aussi de sollicitations pour la 4G au débit. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ce sont des solutions locales pour l'administration peut-être, après pour tous les adultes. Ça dépend des zones. Ça dépend des zones, voilà. C'est ça, il faut savoir si c'est en même temps, cette décision-là, d'abord c'est une décision coûteuse, donc ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'ensuite, pour prendre ce type de décision, il faut avoir une idée de l'échéancier. Parce que si effectivement on fait partie des premières communes qui va être impactée par la phase de travaux, c'est pas bien évidemment. Voilà, on est bien d'accord. Dès qu'on a le calendrier précis, spécificité, on sait que vous êtes tous dans l'attente, donc on fera très rapidement une information. Je ne veux pas parler à la place de mon collègue, mais en tout cas je lui transmettrai, mais avec Guy Moreno, on peut interroger le giron numérique pour avoir une situation plus claire sur la commune de Montfalin. C'est-à-dire que ce qui est un peu curieux, c'est que vous ayez une dégradation de la situation depuis quelques temps. Parce que même s'il n'y a pas de travaux, les travaux qui sont réalisés, pour améliorer certaines situations, délestent théoriquement en parallèle les infrastructures existantes. Donc si vous avez une dégradation, c'est assez curieux. Alors est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres bénéficiaires qui se sont greffés à un moment donné et qui captent? C'est une réponse qui vous a été faite, mais sans aucun doute. Le Mont-Blanc n'a pas un développement sain, je pense, qui pourrait expliquer... Et les opérateurs, mais ce qu'on peut faire, c'est, avec mon collègue Guy Moreno, c'est interroger le syndicat Gironde Numérique. Donc Benoît, si tu veux bien, tu nous fais un mémo et on fera cette interrogation directe pour avoir une réponse plus technique qu'on vous communiquera d'une manière écrite par rapport à ça. Après, je rappelle bien que Gironde Numérique est là justement parce que les opérateurs classiques ne se déploient pas. Et donc du coup, après, il a essayé de traiter les zones blanches et les zones grises qui étaient les plus prioritaires aujourd'hui. Là, c'était une volonté de partir en premier rideau pour aller accélérer le mouvement. Le deuxième mouvement, il est maintenant en appui avec les communautés de communes, d'où le rendez-vous avec Pierre Ducout prochainement pour mettre en place et affiner le programme d'action qui sera développé sur la communauté de communes. D'accord? Je comprends tout à fait. Voilà. On veut vraiment une réponse quant à la dégradation. Bon. On sait bien que Donc je vous propose... Je vous propose ça. Hein, donc si vous faire un mémo et puis avec mon collègue on s'ira à Gironde Numérique pour essayer de vous apporter une réponse éclairée. Mathieu, est-ce que tu peux pas, puisque c'est toi notre référent numérique auprès de Gironde Numérique, est-ce que tu peux pas te renseigner pour essayer de comprendre cette dégradation sur Mont-Blanc et puis donc j'ai déjà commencé suite à quelques demandes à poser la question. Sur le planning, bon, on m'a donné un délai courant mars d'avoir un planning après l'ouverture des plis. Sur les plis ouverts, donc Orange a remporté la plupart du marché, donc le marché d'ailleurs. Sur le contrat, donc plus en détail, il y a 95% des prises déployées en 3 ans, logiquement. C'est ce qui est annoncé par le contrat. Voilà. Donc, et les sites prioritaires sont les sites professionnels, donc,
les sites publics, donc les mairies. Et souvent les boîtiers partent des mairies et se diffusent sur l'ensemble du réseau. La dégradation après peut être due aussi à un individualiste, je veux dire. Une personne qui, en premier sur le réseau, décide de regarder la télé, elle va tuer tout le réseau, on a le problème sur Bulos. Oui, c'est malheureusement le cas sur nos communes des Cotons. Ouais. Voilà. Le soir, quand il regarde... C'est aussi voilà, la dégradation un peu explicable, c'est comme ça, mais je vais pas... Donc l'idée, sûrement pour nous, en termes de démarche, serait de toutes les communes en difficulté, de faire un recensement avec Arias déjà pour recenser un petit peu le débit réel de l'ensemble des communes. Si vous êtes sur 1 méga, sous 1 méga, etc., mégabits seconde. Et à partir de là, quand la fibre arrive sur le boîtier central, vous allez monter à 10 et au-dessus. Donc c'est complètement différent. Et à partir de là, on pourrait hiérarchiser un petit peu les priorités et on pourrait influencer le planning en fonction de ça. C'est ce qui m'a été dit, moi, par les techniciens de Giron Numérique, en direct au téléphone et en visu. Donc il y a un planning qui va être mis en place, ça c'est sûr. Je ne suis pas détenteur du délai du planning, je veux bien continuer à les harceler, hein, comme je le fais depuis quelques mois. Et à partir de là, on pourrait nous influencer, c'est-à-dire on voit que le débit de certaines communes est plus important mais qui sont envoyés sur le planning, on peut dire attention, nous sur le réel, on a des relevés qui nous disent que sur Arias, test de débit, si tu internet directement, ça calcule automatiquement, il faut juste cliquer. Oui, mais ça dépend des horaires, on a tu connais, oui. Ça dépend des horaires. Le soir, globalement, quoi qu'il arrive, voilà, mais il faut prendre des différents relevés. Hein. Après, on pourra nous prioriser les communes aussi, parce qu'on va pas pouvoir faire passer tout le monde en premier. Je vous invite à taper Arias et à aller... Après, l'idée, c'est une démarche de la communauté de communes. Après, on s'amuse sur le groupe de travail, ça c'est sûr. Ça a été précisé, je crois qu'il faut raisonnablement attendre le rendez-vous, parce que moi, c'est ce qui m'a été répondu par Yann Breton aussi, Giron Numérique, que c'est le président qui va recevoir donc, au cours de cet entretien le planning, et donc à la marge, en discussion avec le président et les élus concernés, il faudra qu'en interne, on définisse quelles sont les communes prioritaires ou les secteurs prioritaires pour traiter à la marge, parce que les plannings, les études, elles ne vont pas démarrer au mois de mars. Hein. Moi, j'ai rencontré Orange cette semaine, et en fait, les études, elles ont... et d'ailleurs, ça a été dit, je crois, à la réunion, les études, ils s'attendaient quand même à être retenus, et ils ont commencé les études, et donc les travaux vont démarrer très très vite quand même. Et donc, on ne peut pas te répondre avant le début mars, je crois. Début mars, non, pas début mars. Le rendez-vous, c'est fin mars. Oui, c'est fin mars, le rendez-vous. Bon, donc on va essayer de les réactiver un petit peu tout ça. Donc c'était Lionel qui soit... Dominique. Non, mais juste une observation sur le numérique. Il n'y a pas d'amélioration sur ce qui n'est pas fibré quand il y a de la fibre à côté. Hein, parce que nous, on a les deux cas de figure. Bon, la partie fibrée, ça marche très bien. La partie qui ne l'est pas, c'est comme avant, et des jours comme aujourd'hui où il y a des vacances scolaires, on n'a pas de réseau. On pouvait transmettre aujourd'hui 0 document comptable. Hein, donc ce qui améliorait, ça améliorait, mais ça n'améliore pas à côté. Je ne crois pas. Si, ça améliore. On va pas rentrer dans le débat, mais ça va être expliqué lors des réunions publiques. Ça améliore le débit jusqu'au nœud de raccordement. Et après, c'est ce que tu dis, on reste sur du cuivre, donc tu divises 40 mégas par le nombre d'abonnés. Ça dépend ce que regardent les administrés à certaines heures, et donc tu divises 40 mégas par le débit de chacun. En parallèle, quand il y a les cuivres, etc., ceux qui sont restés sur le parallèle, le réseau s'améliore. Bon, je propose que, donc, très vite, Lionel, vas-y. Je sais que certains sont intéressés par le match. Alors, c'est par rapport, on a eu la joie d'accueillir donc 2 nouvelles communes qui sont représentées au sein du conseil par un seul délégué, chacune des maires ici présents. Et je voudrais savoir comment se fait leur représentation au sein des commissions, parce que ça, je n'ai pas eu écho. Qu'est-ce qui leur a été proposé? Est-ce qu'on doit revoter s'ils rentrent dans des commissions, s'ils proposent des élus, ou même eux, dans quelles commissions ils peuvent se placer? Enfin, je n'ai pas en tête quelque chose. En l'état actuel, si les communes
sont membres de la CDC, et ils n'ont pas de représentants. Aujourd'hui, vous ne les voyez pas lever la main ou voter, ils ne peuvent pas. C'est pour ça que tant que la gouvernance n'est pas établie, nous travaillons sur la formule 2017 de gouvernance. Voilà. Et donc dès qu'ils ont le plaisir de nous rejoindre entièrement, bien évidemment, ils se manifesteront et nous délibérerons pour les intégrer dans les commissions auxquelles ils souhaitent participer. Et alors très vite, c'est par rapport au travail des commissions. Il y a eu la commission en France, donc j'ai posé la question à la commission en France, mais je voudrais la poser à tout le monde. Je pense que toutes les communes qui ont des écoles ont tenu leur conseil d'école, je pense, et presque, ça va être juste à la rentrée. Donc on va savoir très vite qui passe demande la dérogation, il passe à 4 jours, ce qui fait que ça libère le mercredi matin. Donc c'est savoir très rapidement, parce que ça c'est une demande des parents, de savoir qu'est-ce que la CDC va proposer le mercredi comme forme de garde. Non mais quelle forme et où? Non mais parce que c'est une interrogation. Et la deuxième chose, là ça ne concerne que les 4 communes de l'ex-CDC des Coteaux-de-Garonne qui avaient délégué leur accueil périscolaire à la communauté de communes des Coteaux-de-Garonne. Ça a été prorogé en 2017 et c'est donc la CDC de Podensac-Cadillac, etc., qui a exercé cette compétence pour les communes. Et donc je voudrais savoir quand est-ce qu'on aura la réponse pour savoir si quelle seraient les propositions de la CDC Convergence Garonne par rapport à cet accueil périscolaire pour les 4 communes qui, à l'heure actuelle, n'exercent pas au niveau communal cet accueil périscolaire et l'ont délégué à la CDC. C'est un travail de commission. Ça, c'est un travail, oui, c'est un travail de commission. Oui. Mais sinon, pour le mercredi matin, on fera ce qui a été fait avant 2013, c'est-à-dire un accueil de loisirs, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette compétence périscolaire, puisque la compétence périscolaire avait été prise uniquement pour le mercredi après-midi, puisque c'est pas de l'extrascolaire, c'est forcément du périscolaire. Mais ensuite, ça va être de l'accueil de loisirs. Alors après, pour la deuxième partie de la question, pour l'instant, on verra ça en commission. Je ne peux pas répondre ce soir comme ça. Ça sera étudié en commission. C'est juste savoir quand est-ce qu'on aura la réponse. Les 4 communes ont du personnel à éventuellement recruter, ça bouleverse tout. Oui, je comprends. Il y a un budget à préparer. Mais bon, il y a beaucoup de choses à voir aussi parce que c'est complexe. Et comme les 2 CDC ne fonctionnent pas dans ce domaine, fonctionnent du moins dans le domaine différemment, voilà. Donc il y a le tarif, la politique tarifaire, il y a un tas de choses, ça va venir. Un instant encore s'il vous plaît, il y a des questions. Je libère le conseiller départemental parce que... Vas-y. Vas-y Dominique. C'est marrant cet humour. Enfin, c'est pas grave. Juste une question qui a déjà été posée ici dans cette assemblée quelquefois par un certain nombre d'entre nous sur le défraiement des conseillers communautaires en frais de déplacement ou de représentation. Aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel le président avait dit qu'il allait regarder, qu'il allait écouter. On n'a pas de réponse. Moi, je voudrais savoir si un jour ou non, on aura une réponse, oui ou non, mais il faut clarifier. Sachant que moi, j'ai un courrier du président en date du 20 décembre. Je vous informe que mes services font mieux pour traiter votre demande dans les meilleurs délais pour vérifier la procédure juridique applicable à votre demande. Donc je pense que depuis le 20 décembre, on a peut-être pu réfléchir sur le sujet et classer ce petit point. Effectivement, le 20 décembre, on a retravaillé en 2018. Aujourd'hui, la communauté de communes n'a pas délibéré pour accorder des défraiements. Non mais ça on a bien remarqué. Donc, non mais ça répond à votre demande puisque vous nous avez envoyé... Ça répond pas à ma demande. La demande c'est parce que la loi, le texte dit peut. Donc quand on dit peut, c'est oui ou non. Alors, il y a déjà 2.
répondre à la question que vous avez posée, c'est-à-dire que comme vous nous avez envoyé les frais, aujourd'hui, là, ces frais ne pourront pas être défrayés dans la mesure où la communauté de communes n'a pas délibéré. On verra ça. Hein. Non, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Ça pourra fonctionner pour l'avenir, pas pour le... Il n'y a pas de souci. Pour le moment, je vous écris, c'est pas grave. La question du défraiement des élus va se poser, je pense, en commission finance pour avoir un peu de... C'est quand même, bon, on ne va pas passer la soirée là-dessus, c'est un sujet marginal, mais ça fait 4 mois, 5 mois que ça dure pour dire peut-être non à la fin. C'est un ridicule à assumer, il faut assumer ses opinions. On peut avoir des frais de resto? Non mais, excusez-moi, mais si je me rappelle bien, Hervé, lors de l'élection de 2014, j'étais intervenu à ce sujet, j'avais fait une demande auprès du président pour laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Mais j'avais dit, et ça serait bien que tous les délégués, les conseils communautaires, soient indemnisés à hauteur de 50 €. Je n'ai jamais eu de réponse. Et là, donc j'avais parlé des défraiements kilométriques, et je me rappelle que Hervé avait dit qu'il peut y avoir des défraiements kilométriques au niveau de la communauté de communes. Voilà, la loi ne l'interdit pas, d'accord? Je n'ai pas dit autre chose que ça. Non mais, donc on attend toujours une réponse par rapport à cette question-là. On n'a jamais eu de... Et je pense que 50 € pour chacun ça aurait été mieux que les défraiements kilométriques. Bon, on le fera, on transmettra au président rapidement votre demande. Bon, vous devriez avoir une réponse assez rapidement. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je vous souhaite, je clôture là.